Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle garantit l'authenticité du signataire, elle garantit l'intégrité du document signé et elle garantit la non-répudiation du document signé. C'est donc un sujet de confiance par excellence. Donc, comment aborder ce sujet? On aurait pu l'aborder comme un sujet de souveraineté numérique. On aurait pu l'aborder comme un sujet de protection des données personnelles. On aurait pu l'aborder comme un sujet de normes juridiques avec la réglementation eIDAS. Un sujet en relation avec la transformation numérique qui est lente. Un sujet qui peut être traité comme un code du numérique qui tarde à venir. Un sujet qui aurait pu être traité comme, on aurait pu dire pourquoi est-ce que le Conseil du numérique s'en est pas emparé. On aurait pu dire également qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais on ne va absolument pas le traiter comme ça. On va dire qu'aujourd'hui, on a un corpus juridique en Tunisie qui est ce qu'il est avec la loi de 2000 et les décrets-lois de 2020 et qu'on va faire avec. Et pour ce, laissez-moi introduire nos 4 panélistes, qui sont des acteurs très connus dans le numérique en Tunisie et à l'étranger. Alors, Enis Jema, qui remplace Cyril Tlili de la NCE devenue TuneTrust, avec le terme confiance. Elim Jalou, CEO de Smart Tunisia. Badreddin Oueli, président de Vermec et président de la Fondation Tunisie pour le développement. Et Mouaz Ben Barka de NetDesign. Nos panélistes ont un point commun. Ce sont d'abord des passionnés du numérique, mais aussi des passionnés de l'entreprise. La mission de la NCE, c'est de quoi? C'est de créer de la confiance pour les entreprises. Celle de Smart Tunisia, c'est de faire de la Tunisie une destination pour l'investissement numérique national ou international. Celle de Vermeg, mais de la Fondation Tunisie pour le développement, ça a été de créer 20 000 emplois en 3 ans dans l'informatique. Et Vermeg, c'est une success story indéfinissable. Et celle de NetDesign, c'est d'avoir finalement une solution de signature électronique de pointe au service des entreprises. Donc finalement, le dénominateur commun, pour vous 4, c'est que l'entreprise va être au cœur de notre débat de ce jour. Et le sujet sera la signature électronique dans une logique business et pragmatique. Pragmatique, on a un Startup Act, on a des startups qui commencent à foisonner, qui opèrent sur le marché tunisien, mais aussi sur des marchés géographiques connexes et voisins, j'entends l'Europe et l'Afrique. Et donc finalement, l'enjeu, c'est de se dire comment faire pour que ces entreprises puissent contracter et signer électroniquement dans un cadre de confiance, dans un cadre qui soit reconnu par les différents co-contractants, tunisiens, européens, africains, dans un environnement qui confère de la sécurité juridique, mais aussi en harmonie avec des éditeurs, des nouveaux acteurs, des Adobe, des Mozilla. Et vous voyez, un peu comme les GAFA, il y a de nouveaux monstres qui apparaissent, même dans la signature électronique, et il va falloir faire avec. Donc, il y a peut-être un droit global de la signature électronique auquel on peut s'intéresser. On essaiera aussi de comprendre s'il est aujourd'hui plus aisé d'acheter sa signature électronique en ligne en Tunisie et le niveau d'acception de la signature électronique par les administrations tunisiennes. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Alim Gerou de Smart Tunisia pour qu'elle nous présente en 5 minutes le point de vue de l'administration et celui de Smart Tunisia en la matière. À toi, Rim. Merci Zied. Merci Zied pour cette introduction et un peu pour avoir posé le décor. Je vais un peu présenter le programme Smart Tunisia et un peu le mettre dans son contexte d'une stratégie un peu plus globale de la Tunisie et des pouvoirs publics tunisiens de digitalisation un peu de l'économie et de l'administration. Donc, Smart Tunisia, c'est un programme de promotion de l'investissement et de la création d'emplois dans le domaine du numérique plus large. Donc, notre objectif principal, c'est d'attirer des investisseurs, c'est de faciliter l'investissement et de un peu créer une certaine dynamique sur le marché local du numérique ici en Tunisie, mais surtout destiné à l'international. Donc ça, c'est principalement notre mission. Elle s'intègre un peu dans une stratégie un peu plus globale, celle de la Tunisie numérique, maintenant 2020, mais aussi 2025, qui essaie un peu de donner un cadre et de donner une vision et des orientations pour la digitalisation un peu et du secteur public avec les différents services aux citoyens, aux différents process de l'administration, de services entre administrations, mais également de point de vue privé, digitalisation des différents secteurs et des verticaux. Il y a aussi la question de l'emploi, de l'employabilité et de la formation, de la création d'emplois dans ce secteur,
mais également des sujets un peu plus transverses que sont la sécurité, la cybersécurité, mais également la question de la confiance numérique. En fait, aujourd'hui, si on veut développer un peu les transactions numériques, les transactions en ligne, il faut qu'il y ait ce cadre de confiance entre les différents acteurs. On a un cadre juridique, comme l'a bien dit Zied, qui est là. Maintenant, comment l'adapter, comment un peu le développer, quelle est la demande des uns et des autres, que ce soit du côté du citoyen, que ce soit du côté des entreprises, un peu pour garantir cette confiance et pour faciliter ces transactions. Ça aussi, c'est une question qui sera débattue aujourd'hui. On est un peu preneur de ça. L'autre volet très, très important, c'est le volet business. Il y a les startups, il y a la création de startups, il y a le Startup Act. Donc, c'est une sorte de création d'une sorte d'écosystème pour la fourniture de ces services de signature électronique et de confiance numérique, la création de startups dans ce sens, la création d'une collaboration entre cet écosystème innovateur d'un côté et les différents acteurs, que ce soit public ou privé, pour travailler ensemble pour la fourniture et le développement de ce genre de solutions. Donc ça, c'est un peu la création d'une sorte de demande locale, mais également avoir un cadre qui permette à ces jeunes-là, à ces startups-là, mais aussi aux fournisseurs de solutions un peu plus développés, d'autres entreprises au marché international. Donc, il faut aussi penser dès maintenant à cette ouverture-là et à donner cette capacité à ces startups et à cet écosystème de s'internationaliser et de faire ses preuves localement, nationalement et aller s'exporter à l'international avec ces références-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter par rapport à cette introduction de ce sujet et bon débat à tous. Merci beaucoup, Rim. Donc, en plus, on est dans les temps, c'est bien. Même s'il y a pas, je ne suis pas connecté en caméra, en tout cas, je reste maître de l'horloge. Alors, on va ouvrir le débat. Et les premières 20 minutes vont être consacrées à une problématique assez simple, c'est qu'est-ce qui a été fait? Donc, on va essayer d'être positif. Qu'est-ce qui a été fait? Idéalement, le débat devrait avoir lieu entre Badreddine et Anis. Ce que je vous suggère, c'est qu'on aborde 3 volets. Puis vous l'aborderez dans l'ordre que vous voulez. C'est le volet technique, le volet organisationnel et le volet réglementaire. Dans le volet technique, on peut parler de PKI, le passage par l'homologation, les opérateurs délégués. Au niveau volet organisationnel, il y a ces certificats qualifiés, la charge de la preuve, etc., la signature qui vaut ce qu'elle vaut, la NCE qui est reconnue par DocuSign, et le volet réglementaire, les décrets-lois de 2000, la valeur probante de la signature, les contrats, les PV d'assemblée, est-ce que oui ou non on peut signer électroniquement, les questions d'archivage. Donc en gros, un état des lieux de ce qui a été fait. Pourquoi c'est très important? Parce que la deuxième partie du débat sera plus challenging. Dans la deuxième partie du débat, on va parler de ce qu'il reste à faire et donc des grands enjeux justement pour permettre à ces startups, à ces boîtes qui foisonnent de travailler dans un environnement global où elles peuvent être en sécurité juridique, quel que soit le contrat sur lequel elles opèrent en Tunisie, en Europe, en Afrique ou ailleurs. À vous, Badreddine et Anis. À vous la parole. Si Badreddine. Merci Zied. Bonjour à tous. Le cas de la signature électronique est un cas très intéressant en Tunisie parce que c'est un paradoxe. D'habitude, on dit quand il y a une digitalisation, oui, mais vous comprenez, on ne peut pas la faire parce que il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre réglementaire. Oui, mais on ne peut pas la faire parce que les tribunaux ne l'acceptent pas. Oui, on ne peut pas la faire parce qu'il n'y a pas d'organisme qui normalise ou qui standardise. Oui, mais on ne peut pas la faire parce que, vous comprenez, il n'y a pas de preuve dans tout ce qui est digital. Ce n'est pas sécurisé, il n'y a pas de preuve. Et donc, c'est un paradoxe en Tunisie parce que tous ces éléments que je viens de citer existent et sont en place. Et ils sont en place depuis 20 ans. Donc, c'est la 21e année où ces choses sont en place.
Et donc, le paradoxe, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas les gens qui ont envie de fluidité, de digitalisation, d'agilité, et c'est l'État, le système judiciaire, l'administration qui bloque, c'est le contraire. L'État, la loi, l'administration, le judiciaire sont familiers depuis 20 ans avec la signature électronique, notamment dans le domaine du chèque. Et Oui. c'est le public qui ne suit pas. C'est le public qui, simultanément, passe son temps à dire « je veux pas la signature légalisée, c'est un truc du Moyen-Âge, je ne veux plus de papier, qu'est-ce que c'est que cette administration et cet État paperassier ?» qui, même dans les transactions entre privés, ne bascule pas vers la signature électronique. Et l'obstacle majeur, c'est un obstacle qui est dans la tête, comme souvent dans le digital. L'apparent, c'est que c'est la loi qui empêche, c'est les tribunaux qui empêchent, c'est l'administration qui empêche. La réalité, c'est nous qui sommes les ennemis de nous-mêmes et qui empêchons cette mutation vers le digital. Et ce n'est probablement pas le moindre des paradoxes de la signature électronique en Tunisie. Ennis? Bonjour tout le monde. Comme a dit Monsieur Badreddine, la Tunisie a été le premier pays qui a qui a eu son propre PKI depuis l'année 2000, régi par des lois bien détaillées. C'est la loi 83-2000 de 9 août 2000. Depuis ce temps-là, on a travaillé à évoluer et à propager la notion de la signature numérique dans l'administration tunisienne et dans l'utilisation quotidienne des échanges électroniques. Malgré ça, on a trouvé beaucoup de problèmes qui ralentissent cette évolution. Néanmoins, il y a eu en 2020 le décret gouvernemental 777 qui soutenait la loi 83 et qui donne plus de valeur et qui donne plus d'encouragement à l'utilisation de la signature électronique dans le cadre de la digitalisation de l'administration et en profitant de la pandémie Covid a encouragé l'utilisation de la signature électronique. On était bloqué depuis mars 2020 pour passer nos déclarations, nos appels d'offres, nos contrats. Donc, on a trouvé une solution que tout le monde a touché tangiblement, que la signature électronique et que le certificat nous a aidé à faire nos tâches, nos obligations envers l'État, nos signatures de contrats sans se déplacer, sans avoir un contact direct avec les gens. Néanmoins, on est en face à une résistance encore, comme a dit M. Badreddine, à l'utilisation. Les citoyens ont peur de l'utiliser, tout ce qui est digital, dans le cadre de paiement, de signature. Ils sont habitués à voir la signature elle-même signée manuscritement. La loi tunisienne a donné la même valeur pour la signature numérique à la signature manuscrite et a détaillé tous ces concepts-là. Et a envisagé beaucoup de choses. L'explication de la signature électronique, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet l'authentification, l'intégrité et la non-repudiation, la donnée de la valeur. Et on a, je cite quelques exemples d'utilisation de signature électronique, IGB, CNSS, TUNEPS, TTN pour les marchés internationaux, national, CNRPS, signature de contrat, protection des messageries, etc., etc. On invite tous les gens à y adhérer à ce concept-là parce que la Tunisie, la stratégie de la Tunisie, c'est la digitalisation, le passage de papier à zéro papier. On est dans la phase transitoire pour cela.
on a des plateformes tunisiennes qui utilisent la signature. Comme a dit M. Zied, pour les applications, il faudra avoir une homologation pour voir la conformité de ces applications aux normes nationales et internationales dans le secteur de certification. À l'issue de cette homologation, le client obtiendra un certificat qui prouve que son application est fiable et que la signature issue de cette application-là est du point de vue réglementaire est fiable. Néanmoins, on a encore quelques problèmes à propager cette notion-là. Dans la stratégie de Stratapact, on a créé des autorités d'enregistrement déléguées. Citons par exemple M. Moaz qui est avec nous, avec d'autres autorités déléguées qui nous aident à divulguer et promouvoir le produit de la signature électronique. Maintenant, on a créé un nouveau produit qui est Digigo, utilisé pour c'est le même principe que la signature sur le clé, signature sur clé, mais maintenant le Digigo c'est dématérialisé sans avoir un token. Le certificat est hébergé dans un HSM sécurisé à l'ANSIE et le client pourra y connecter en utilisant son smartphone. Pour la reconnaissance, oui. Parlez-nous justement davantage de Digigo. Que permet Digigo? Quels sont les atouts de Digigo? Commençons par voir la différence entre le Digigo et celle de la clé. Excusez-moi, j'ai un... Non. Donc, Digigo et la signature qui se trouve sur la clé, ils ont le même principe. Juste, Digigo, il est hébergé sur un HSM à l'ANSIE, mais le certificat, l'autre de la signature, il est stocké sur un token. Donc, il est sans matériel, celui de Digigo, et l'autre avec un matériel qui est portable dans un token similaire à un clé USB. Ils ont le même principe de la signature électronique, c'est l'utilisation de certificats via un module de signature, une application qui permet la signature numérique. Cette application devra être homologuée pour que le citoyen ou l'utilisateur ait la confiance de l'utiliser. En quoi Digigo simplifie l'enregistrement? L'enregistrement de Digigo, il est totalement dématérialisé. Il n'y a plus de papier. Il y a un enregistrement en ligne via nos AED. Bien sûr, le demandeur enregistre ses données personnelles, nom et prénom, numéro de carte d'identité, son email qui devra être professionnel selon le décret 777, son numéro de téléphone. Et il y aura un enregistrement vidéo pour être conforme à la norme, parce que le certificat que nous offrons, c'est un certificat qualifié. La norme exige qu'il y aura un face-à-face de demandeurs pour s'assurer de la fiabilité et pour s'assurer qu'on est face à la bonne personne qui demande le certificat. Après tout cela, il y a un opérateur de l'ANSIE qui visualise cette vidéo, qui vérifie ces informations-là, et à travers des web services de l'RNE, de Registre national des entreprises, pour tout ce qui est certificat professionnel, et le web service de CNI pour tout ce qui est vérification de l'identité de la personne. Si tous ces checks-là sont réalisés avec succès, et le vidéo est conforme, qu'on a pu identifier la personne avec présentation de sa carte d'identité dans la vidéo, il y aura un algorithme de reconnaissance faciale entre le visage de la personne et la photo qui existe dans sa CIN. Et à l'issue de ce résultat-là, il y aura la génération de certificats qui est active immédiatement.
et qui pourra l'utiliser maintenant qu'il pourra l'utiliser dans la signature de ses contrats, dans IGP, prochainement dans la CNSS, et espérons bien que toutes les applications gouvernementales tunisiennes y intègrent cette nouvelle technologie du Digigo afin de réussir dans le chemin de la digitalisation. Pour le token aussi, on a mis en place une plateforme d'enregistrement en ligne, mais dans tous les cas, le demandeur il doit attendre la réception de sa clé qui est hard via la poste. Donc, c'est une transition totale avec réception instantanée de certificats et d'un code PIN sur son GSM, et l'autre, enregistrement en ligne, oui, avec des informations. On n'a plus besoin de papier, tout est dématérialisé, mais il doit attendre la réception de son token pour commencer à l'utiliser. C'est ça la petite différence entre les deux produits de la signature électronique. Et est-ce que Digigo permet la facilité d'intégration? Il est facilité à l'intégration à quel niveau? Par exemple, les fournisseurs de services e-golf, e-health, e-banking, est-ce qu'ils peuvent facilement intégrer le service Digigo dans leur application? Oui, c'est le même principe. Lorsque on a commencé à intégrer la signature électronique dans les plateformes, on a commencé à intégrer le module qui utilise le token. Maintenant, il y a un nouveau module qu'il faut l'intégrer dans les plateformes. À travers nos AED, on a incité les sociétés et les établissements publics à intégrer cette nouvelle technologie en leur offrant de l'assistance. Même on a proposé que nos ingénieurs et chez eux pour les assister à intégrer cette plateforme. C'est pas très difficile à intégrer. Dans le point de vue temps, entre maximum une semaine pour faire l'intégration avec les tests concluants. D'accord. Alors, pour préparer ce webinaire, je me suis adressé à un ancien ministre des Télécoms et je lui ai dit, mais selon toi, quelles sont les difficultés de la signature électronique? Et il me dit, moi, de mon temps, on ne pouvait pas acheter sa signature facilement sur Internet. Il semble que ça soit résolu. Mais après, il me dit, très peu d'administrations l'acceptent, bien qu'elle soit légale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est parmi les points de résistance qui nous bloquent dans un certain temps. Si vous vous présentez avec un contrat signé électroniquement pour un établissement public, il pourra vous dire oui, on ne peut pas accepter ce document parce qu'on n'est pas habitué à l'utiliser dans ce format-là, malgré l'existence de tout les points réglementaires, comme vous avez dit au début de ce webinaire, M. Zied, les lois de 83-2000 et les lois de 777, décret-loi de 777, mais on est encore confronté à ce problème-là. On a contacté pas mal d'établissements officiellement en leur rappelant de la nécessité d'appliquer ce qui a été convenu dans les deux lois citées, mais on est encore bloqué pour l'utilisation de la signature électronique. Pas bloqué totalement, mais le pourcentage de blocage, il diminue de plus en plus. Badr, est-ce que tu peux réagir à ce que vient de dire Sianis? Le cas, ce que vient de développer Anis, donne une réponse claire. Il y a des solutions techniques pour la signature électronique et il y a un cadre réglementaire. Et le parallèle qu'on peut faire, c'est quand la Tunisie a lancé le planning familial. Quand la Tunisie a lancé le planning familial, elle a mis en place une loi, elle a mis en place des dispensaires, mais elle a fait une campagne énorme dans lequel le président de la République est impliqué, dans lequel le gouvernement a fait un effort extraordinaire, la télé, les radios, les journaux, pour que les gens découvrent que ça existe, connaissent les procédures et y adhèrent. Et donc,
ce qui est clair, c'est que ce à quoi on est confronté, c'est pas un déficit réglementaire, ce n'est pas un problème de risque technologique, ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème de marketing ou de mise en place ou de décision politique et de marketing. C'est-à-dire que l'administration ou certaines administrations, aujourd'hui, ces signatures électroniques sont cantonnées dans des sous-secteurs, donc c'est l'exception. Et ce qu'il y a à faire, c'est vraiment prendre des procédures grand public et faire avec une, deux, trois administrations une campagne de formation des employés, parce que si les employés d'administration ne sont pas formés, ça sert à rien d'essayer de leur imposer quelque chose qu'ils ne comprennent pas et avec lequel ils ont peur. Et on peut les former assez facilement aujourd'hui avec des vidéos, avec des choses comme ça. Il y a une sensibilisation et il y a une lecture à nouveau des procédures de chacune des administrations pour voir, pour éliminer le fait que c'est obligé d'amener une signature légalisée. Parce que par rapport à la personne qui est au guichet et qui reçoit le public, si elle voit que dans la circulaire interne à son administration, on demande une copie avec signature légalisée, la personne n'a pas de marge de manœuvre objective de s'en sortir. Donc, la faute, c'est pas tellement les employés, la faute, c'est les responsables, c'est les patrons, qui doivent mettre ça dans leurs priorités, lancer un programme de formation, revoir les procédures pour offrir de l'espace à la signature électronique, voire rendre la signature électronique le par défaut, et c'est comme ça que ça peut fonctionner. On aurait fait le planning familial en sortant une loi et en créant des centres de planning familial, mais sans en parler à la télé, sans sensibiliser les gens, sans en parler à la radio, il se serait rien passé. D'accord. Alors, je vais, avant de passer au prochain débat sur ce qu'il reste à faire, j'aimerais poser une question à Moaz. TuneTrust a signé des partenariats avec des startups pour la promotion de l'usage de la signature électronique. Floussi, Sirat, Veneron, NGSign. Donc toi, Moaz, en tant qu'NGSign, ces partenariats t'ont amené quoi, concrètement? Bonjour à tous. Oui, tout à fait. On fait partie de l'écosystème, en tout cas principalement des startups qui ont signé cette convention-là avec l'INSIE. Ce qui nous a apporté quand même, c'est surtout ce qui a apporté pour les clients finaux et pour les utilisateurs de la électronique, c'est un canal finalement autre que physique pour faire déjà pour obtenir son certificat et surtout pour utiliser son certificat. Cette convention-là et en tout cas les conventions qui nous permettent d'utiliser directement les services de l'INSIE, c'est des services que nous on offre aux clients. Et donc, finalement, ça facilite d'une part l'intégration, ça nous permet de commercialiser assez plus rapidement des services de signature et ça permet surtout aussi, en tant que startup et en tant qu'opérateur privé, d'avoir ou d'offrir à nos clients un seul vis-à-vis. C'est un seul vis-à-vis qui vous offre le service à la fois pour demander votre certificat et après pour utiliser votre certificat à la signature. Merci. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de ce débat. Donc, on a traité ce qui a été fait. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à ce qu'il reste à faire. Ce qui reste à faire, toujours sur trois mêmes paradigmes, technique, organisationnel et réglementaire. Le volet technique, la PKI, qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Et c'est intéressant qu'on en parle. D'un point de vue volet organisationnel, il y a des nouveaux monstres comme Adobe, comme Mozilla, etc. Comment les gérer? Et puis, est-ce qu'il faut, oui ou non, s'accrocher au train de l'Union européenne d'un point de vue juridique? Et puis, au niveau volet réglementaire, il y a des questions aujourd'hui de droit international privé. C'est-à-dire, est-ce que finalement, tout ceci est reconnu à l'international? C'est-à-dire que quand on va signer un contrat en matière de DIP, est-ce que les choses sont claires? La Tunisie, les choses sont simples pour le co-contractant où il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et puis, autre point, c'est un point un peu connexe à ce qu'a dit Badr, au niveau de la formation. Est-ce que les juges, les procureurs, les huissiers, est-ce que tout ce monde-là est bien formé à la signature électronique? Est-ce qu'il y a un travail de formation, de vulgarisation à faire? Et donc, pour cette deuxième partie du débat, j'aimerais que nos trois panélistes, c'est-à-dire Moaz, Enis et Badreddine, interviennent. Donc, on va donner la parole
à Muaz en tant qu'acteur. Donc, il nous a dit qu'il y a des choses qui ont été faites. Toi, maintenant, en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'il reste à faire pour justement parfaire tout ça? Tout à fait. Oui, en fait, je pense, M. Badreddine et Yanis, ils ont bien un peu parlé de l'existant, de ce qui a été fait depuis. Je suis d'accord aussi sur le principe que finalement, ça ne sert à rien de revenir en arrière, de dire on change le cadre juridique, on a besoin d'un cadre juridique. Le cadre, il est ce qu'il est. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a déjà, et il a été déjà renforcé. Si je reviens un peu, nous, en tant que finalement société privée, en tant que start-up, en fait, concrètement, nous, on a eu trois, ou en tout cas de notre point de vue, il y a 3 ou 4 points qui étaient problématiques quand on a commencé à essayer de commercialiser ou à de vendre concrètement la signature électronique sur le marché tunisien. Le premier qui est technologique, effectivement, et je pense c'est principalement le frein qui a été levé ces dernières années, c'est, comme l'a bien expliqué Anis, c'est le passage de l'USB, de la signature avec du token physique à la signature avec DigiGo. Ça, c'est vraiment, peut-être que c'est un peu technique, mais c'est vraiment très important pour le marché et pour l'écosystème de solutions, parce que finalement, avec la mobilité, avec les gens qui veulent signer un peu partout, c'était un peu obsolète, archaïque de demander aux gens de signer avec une clé USB, de connecter une clé, d'installer des choses et de signer. Donc, ce frein-là, qui était vraiment bloquant il y a quelques années, il a été bloqué, il a été levé. Reste, si je me permets, en fait, concrètement, reste à peu près trois vraiment grandes problématiques pour dire que, voilà, pour finalement travailler beaucoup plus sur la pénétration de la signature électronique en Tunisie. Une problématique qui a été déjà abordée et qui est finalement la culture. L'acceptation de la signature au niveau à la fois du secteur privé et du secteur public. Déjà plus pour le secteur public que le secteur privé qui est concrètement, surtout sur les derniers mois, tout le monde est passé à la digitalisation et ceux qui ne connaissaient pas la signature ont maintenant compris c'est quoi la signature et ont compris qu'on a le cadre juridique qui va. Reste en plus de la culture, finalement, l'équipement des administrations. Je pense au-delà du fait que l'administration refuse d'utiliser un document signé ou pas, il y en a qui veulent l'utiliser et veulent le recevoir, simplement ils ne sont pas équipés. Et je pense que là, c'est plutôt un objectif, je dirais, politique, en tout cas, c'est une politique d'État, où finalement, on parle bien de la digitalisation, tout est là, comme ça a été bien dit, le cadre, les outils, les solutions, les technologies, tout est là. Il faut simplement équiper les administrations pour pouvoir accepter par mail, accepter sur une clé USB, en tout cas, avoir un canal digital qui permet d'envoyer ou en tout cas de recevoir un document signé électroniquement. Donc là, ce point-là, qui je pense, il est un frein assez important, parce que finalement, si les opérateurs privés commencent à utiliser la signature électronique sur tous les documents, ces documents, en général, les documents qu'on signe, en général, finissent par arriver à l'administration. Et donc, c'est toujours ce maillon-là où on se dit, finalement, on a tout fait en digital, on a signé, mais à la fin, on va imprimer. Et quand on imprime, on est obligé de re-signer manuscritement. Donc, c'est un frein assez important. Le deuxième frein, si je me projette aussi un peu, je reviens un peu à l'axe technique. DigiGo, c'est bien, c'est même une révolution en fait pour la partie signature, mais c'est quand même aussi une technologie qui date même au niveau mondial, qui date de 10 ans, la signature à distance, la signature sur HSM, etc. Il y a beaucoup de choses à améliorer sur cette technologie. Il y a ce qui ralentit actuellement, par exemple, le déploiement de DigiGo ou le déploiement, par exemple, des conventions AOD, c'est la simplification des procédures, c'est la simplification de l'intégration. Pour être plus précis, je parle surtout de l'étape de demande de certificat. C'est-à-dire finalement, pour signer, naturellement, il faut passer par cette étape-là, même s'il faut le faire une fois tous les ans ou tous les 2 ans, il faut le faire. Et cette étape-là, finalement, c'est un peu le bottleneck de la dématérialisation. C'est-à-dire finalement, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est une case dans le digital, parce qu'on ne peut pas le faire en synchrone. Il y a des délais à la fois pour l'AOD, mais aussi au niveau de l'INCE, alors que les technologies, et je pense même si on parle des startups, dans l'écosystème du startup, il y a des startups qui ont des solutions qui sont capables de faire ça beaucoup plus rapidement, de faire en sorte que ça soit beaucoup plus fluide. Donc, ça sera l'intérêt à la fois de l'INCE, en fait, de faire ça. Finalement, ça limitera la charge au niveau des validations. Et pour tout l'écosystème, quand on dit digital ou souscription digitale, l'objectif, finalement, c'est de faire ça de façon synchrone, c'est-à-dire de commencer le process, de prendre son certificat, son identité électronique et d'utiliser son identité pour signer sans sortir du digital. C'est même l'objectif global de la digitalisation. Donc, voilà, il y a ce problème-là. Je pense qu'il y a des efforts concrets sur cet axe-là.
Et le troisième, ça a été aussi abordé, je pense, par Rosier au début, c'est, j'ai vu aussi d'ailleurs plusieurs questions qui posent la question finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec la signature, cette signature-là, DigiGo, en tout cas la signature qualifiée tunisienne, qu'est-ce qu'on peut en faire à l'étranger? C'est le point d'interopérabilité. C'est-à-dire, si je signe un document signé avec DigiGo ou avec token USB, qu'est-ce que je peux faire avec à l'étranger? Est-ce qu'il est accepté ou pas? Même si on utilise effectivement les normes européennes, en tout cas on utilise les dernières normes en vigueur, reste ce problème-là d'interopérabilité, en tout cas d'acceptation de la signature tunisienne à l'étranger. À l'étranger, à la fois par les gouvernements, donc par les régulateurs, par les frameworks IDAS, etc., mais aussi, comme vous l'avez bien sollicité, par les solutions, comme Adobe, comme les géants un peu du net qui sont aussi un peu les vis-à-vis de tout ce qui est interopérabilité, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre signature pour que finalement, quand j'ouvre un document PDF sur Adobe, je vois le document finalement valide comme si je l'ai signé avec DocuSign ou avec n'importe quel autre outil de signature. Alors, juste un point pour interagir un petit peu. Sianis, qu'est-ce qu'on peut faire avec Adobe? On ne vous entend pas? Pardon, avec les éditeurs de logiciels comme Adobe, les prérequis nécessaires, on a présenté tous les prérequis nécessaires en termes de présentation de résultats de l'audit WebTrust ou bien de Etsy. Nous négocions avec eux afin d'intégrer nos certificats dans leur magasin, mais nous attendons encore leur réponse. Comme pour Mozilla, Firefox, nous sommes en train dans le pipe de discussion dans leur forum et nous attendons l'intégration de nos certificats dans leur magasin. Si nos certificats sont intégrés dans ces magasins-là, alors ils seront reconnus dans tous les navigateurs qui utilisent Mozilla, ainsi que le mobile, puisque dans le mobile, il utilise le magasin de Mozilla. Maintenant, on est reconnu sur Microsoft, les produits Microsoft, bien sûr. Pour la question que vous avez notamment en termes de reconnaissance de signature vis-à-vis l'étranger, la loi dit que il faudra avoir une reconnaissance mutuelle avec les pays. L'autorité qui réglemente la certification dans un pays étranger doit faire une convention de reconnaissance mutuelle avec la Tunisie, avec l'INSIE qui représente la Tunisie dans ce domaine-là, pour que les deux autorités reconnaissent les certificats. Néanmoins, il y a le problème de l'éditeur. Même si il y a reconnaissance entre les pays dans ce domaine-là, les éditeurs ne reconnaissent pas les certificats et présentent un warning à l'utilisateur qui lui avertit qu'il ne s'agit pas d'un certificat de confiance. C'est un jeu de guerre entre les éditeurs qui, pour nous, c'est un blocage à l'utilisation de la certification. Par exemple, si vous entrez dans un site et vous trouvez qu'il est sécurisé par un certificat NCE et vous trouvez un warning de la part de Mozilla qui vous dit que ce site-là n'est pas sécurisé avec un certificat reconnu. Oui, ce certificat n'est pas reconnu, mais il est fiable et il suit toutes les normes internationales dans le domaine de certification. Juste, il n'y a pas eu d'intégration de nos certificats racines dans le magasin de Mozilla. Si il y aura cette intégration, il n'y aura plus de ce message-là. De même pour Adobe. Nous sommes intégrés avec DocuSign et ils reconnaissent nos certificats. Et en cas de litige en vue la réglementation, si les tribunaux de Tunisie, la litige est sous le territoire tunisien, donc il devra, selon le juge, avoir une expertise sur le document signé afin de voir la fiabilité du certificat avec lequel il a signé. À l'issue de cette expertise-là, l'INSIE fournira au tribunal qu'il s'agit bien d'un certificat qualifié, que la personne qui a signé ce certificat
est une personne identifiée et qui a suivi les normes et les réglementations nécessaires pour avoir ce certificat-là. CIENIS, la réglementation IDAS, donc Electronic Identification and Trust Service, c'est le règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein des États européens. Est-ce qu'on est en harmonie avec ce règlement? Oui, tout à fait. On est en harmonie sur ce règlement. Il y a deux grandes normes dans le monde. Il y a une norme européenne que vous avez citée maintenant, c'est dans l'ETSI et qui est une partie de l'EDAS. Il y a une norme américaine, c'est le Web Trust. Nous sommes audités ETSI et nous sommes audités Web Trust. Et nous avons obtenu le certificat de la conformité à l'échelle internationale selon ETSI et le certificat de la conformité internationale selon Web Trust. Donc, les deux conformités selon les deux normes qui existent dans le monde, on l'a déjà. La Tunisie possède ces conformités depuis 2017 et 2016. Mais jusqu'à maintenant, on est en train de négocier avec les éditeurs afin d'intégrer nos certificats Racine dans leur magasin. Et chaque année, on refait ces audits-là pour des audits de surveillance pour voir est-ce que durant cette année-là, on a suivi bien ces normes-là. Et jusqu'à maintenant, à chaque année, on obtient la conformité de nos audits. Mais nous attendons toujours, M. Zied. Alors, Badr, toi le pragmatique, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il reste à faire pragmatiquement, simplement, opérationnellement? Bon, je pense que ce qui est clair de toutes les interventions, c'est que il n'y a pas de problème technologique. Je voudrais ajouter à ça le fait que bon, c'est bien que la signature électronique qu'on signe en Tunisie soit reconnue au Zimbabwe, aux États-Unis, en Australie, c'est super. Mais 99,9% des documents qu'on signe en Tunisie ne dépassent pas la rue dans laquelle on vit ou le quartier dans lequel on vit, et leur usage reste extrêmement limité et n'a pas vocation à aller voyager. Donc, ce n'est pas un obstacle en soi. Je pense que une initiative qui serait bienvenue, ça serait que 1, 2, 3 administrations prennent l'initiative. Il y a beaucoup de ministres frais, jeunes. Je pense bien sûr au transport. Je pense à des gens qui sont des gens qui sont nés dans la technologie et qui pourraient faire en sorte que, par exemple, l'ensemble des demandes qui sont faites, parce que la plupart des choses qu'on signe en Tunisie, ce ne sont pas des contrats, ce sont des demandes. Ce sont des demandes administratives qu'on est obligé de signer avec wet ink. Donc, si on pouvait supprimer le fait de signer des documents et à la limite ne plus accepter de documents signés, mais faire en sorte que les guichets, par exemple, de la 3T ou d'autres acceptent le dépôt de signature électronique. Il y a une petite fenêtre. Bon, vous n'avez pas, monsieur, pas de problème. Vous pouvez la déposer. Et chaque personne qui dépose sa signature électronique, eh ben, c'est fini à jamais. C'est-à-dire que plus jamais la personne n'a besoin de se représenter à nouveau dans ce guichet. Ça permettrait de changer complètement les choses. Donc, c'est vraiment une question de volonté. Il y a des petits obstacles qui sont faciles à surmonter et le public a émis un certain nombre de questions et qui sont, je pense, réalistement faciles à faire. Pourquoi 10 jours? Parce que si on met 10 jours, alors ça rend impossible la simultanéité du dépôt de la signature électronique et de la signature du premier document, ce qui dissuade complètement les gens. Donc ça, il faut arrêter ce truc-là et je pense qu'on a toute l'expertise et toute la technologie pour que ça soit fait en temps réel. Autrement, tout l'intérêt disparaît si c'est au bout de 10 jours. La deuxième chose, c'est exiger, heureusement que c'est par décret, un mail professionnel, alors que 99% des fonctionnaires de l'administration ont un mail Gmail ou Yahoo ou autre. Donc c'est quand même un paradoxe que les gens qui eux-mêmes et parfois, c'est des gens qui ont un rang de directeur général, vous donnent un email Gmail qui exige de vous un mail professionnel. Donc, il y a des petites tracasseries
bien tunisienne à changer, mais au fond, c'est la volonté. Et je pense que quelques ministères, ceux qui ont le plus de paperasse, pourraient se porter candidats. Il y a eu des efforts qui ont été faits, par exemple, dans le paiement électronique pour les bourses. On pourrait faire en sorte que les inscriptions, par exemple, se fassent par signature électronique, puisqu'on s'adresse à une population éduquée, jeune, déjà digitale dans sa tête, et ce qui simplifierait énormément la vie à tout le monde. Donc, ma proposition, c'est vraiment potentiellement de dépoussiérer rapidement les 2 ou 3 archaïsmes qui restent, qui sont bien de chez nous, c'est-à-dire que tout est moderne. Il y a deux trucs un peu pourris qui cassent l'ambiance, les 10 jours et l'email professionnel. Prendre des administrations dans lesquelles la population cible est prête mentalement et prête sur le plan éducation, donc que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'enseignement supérieur ou d'autres, faire en sorte qu'il y ait une campagne de communication, qu'il y ait un changement au niveau de ces procédures et peut-être un partenariat pour que le dépôt de la signature électronique ne soit pas un acte indépendant de l'acte de déposer son dossier. Et que le jour où on vient déposer son dossier papier, le guichetier ou la guichetière, le fonctionnaire en face, nous disent, écoutez, c'est très bien, mais venez déposer votre signature électronique, vous aurez plus besoin de revenir, vous aurez plus besoin de souffrir, etc., etc. Et ça, c'est une question de volonté, ce n'est ni une question d'argent, ce n'est une question de loi, c'est juste une question de volonté et de gestion de priorité au niveau des départements ministériels. Sianis, Juste Ziad, un éclaircissement sur le mail professionnel. Dans le décret gouvernemental 777, dans son article 6, on parle pour les mails professionnels, il est obligatoire pour le secteur public, mais pour le secteur privé, on demande des emails personnalisés de forme, non point prénom, qualité, significative. Il y a une relation entre le format de l'adresse mail et la personne. Par exemple, prenons l'exemple de M. Mouaz Ben Mbarka. Son email devra être une proposition Mouaz.Ben Mbarka, non pas un surnom ou un pseudonyme. Donc, pour éviter toutes les ambiguïtés autres. Donc, la facilité, on accepte les Gmail, on accepte les Yahoo, on accepte les Hotmail pour le secteur public à condition qu'ils obéissent à l'article 6 de décret gouvernemental. Excuse-moi, juste, excuse-moi de contester un peu. Tu vois, on fait un truc magnifique et on laisse une marge d'interprétation à quelqu'un pour décider est-ce que le mail est significatif ou pas. Et là, on reconstruit le monstre de l'administration tunisienne. Franchement, en quoi mettre quelqu'un dans la chaîne de décision qui va décider est-ce que ce mail est significatif ou pas et qui va bloquer les gens, c'est exactement, excuse-moi, les mauvaises idées. Franchement, qu'il l'appelle Toto ou Tata, depuis quand le mail est devenu un truc? S'il l'amène, on le laisse amener ce qu'il veut. On ne laisse pas, on ne fait pas une procédure digitale et au milieu de la procédure digitale, on met le jugement de 150 000 guichetiers dans le pays qui peuvent décider est-ce que le mail est significatif ou pas et qui rend l'opération en temps réel impossible puisque du coup, on ne peut plus avoir sa signature électronique tout de suite puisqu'il y a quelqu'un qui doit ouvrir le dossier et qui doit juger est-ce que le mail est significatif ou pas, etc., etc. Je comprends, les Français disent le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, alors, il y a un risque, évidemment, qu'il y ait trois emails qui sont débiles. Face à ça, on ne bloque pas tout le pays de migration vers la signature électronique parce que les 10 jours, c'est un tueur complet de passage à la signature électronique. Si quand tu vas chez Tunisie Télécom ou quand tu vas à la 3T, tu peux pas simultanément déposer ta signature électronique, personne ne prévoit 10 jours avant. Les Tunisiens ne prévoient même pas leur mariage 10 jours à l'avance. Ils vont pas prévoir d'aller se déposer leur signature. Donc, voilà. Et faire un truc parfait, faire un truc qui marche à l'international, faire un truc qui est significatif, qui est nickel, c'est bien. Mais ce qui est essentiel, c'est le faire marcher. Et faisons-le marcher avec des approches moins parfaites, mais plus opérationnelles. Voilà. Alors justement, moi je voudrais
avant d'en venir aux questions du public, et il y en a beaucoup, poser une dernière question à Enis. En tant qu'ANCE, en tant que TUNTREST, quelles sont pour vous les prochaines grandes étapes? L'un de nos participants dit l'acceptation et la vérification de la signature Digigo par les administrations avec une user expérience simple est à mon avis la prochaine grande étape. Pour vous, en tant qu'ANCE, quelles sont les prochaines grandes étapes? Donc, on a l'impression qu'on a toute la matière première, qu'il y a tout, que ça ne prend pas forcément. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour que ça commence à prendre? Pour que nos gamins GAFA, dans 15 ans, ne se foutent pas de notre gueule et ne disent pas finalement vous n'avez rien foutu. Quelles sont les prochaines grandes étapes simples pour la NCE et pour TUNTREST? Les prochaines étapes, comme vous demandez, M. Zied, il faut que tous les établissements et gouvernementaux intègrent le Digigo pour faciliter l'utilisation de la signature électronique. Depuis 2 ans, et on a fait des rappels et des rappels afin d'intégrer cette solution-là. Il y a peu d'établissements qui intègrent l'application, qui nous retarde à promouvoir la signature électronique. Néanmoins, on a créé de nouveaux produits. Si vous avez entendu de DiDoc, le fameux QR code sur l'RNE, par exemple, sur les diplômes, sur le baccalauréat ou des diplômes universitaires. On a travaillé sur la dématérialisation des papiers-là pour minimiser l'utilisation de la signature manuscrite et d'obliger le citoyen d'y aller au tribunal pour avoir un registre national d'entreprise avec un cachet, etc. On a mis en place la technologie de DiDoc et aussi le DiDoc sur les diplômes. On a trouvé toujours de la résistance de part des établissements gouvernementaux. Dès le début, lors de création de premier diplôme de baccalauréat en 2017, on est affronté à un refus de ce diplôme-là. On était obligé de passer par la présidence du gouvernement qui a donné une note à tous les établissements pour l'acceptation de DiDoc, malgré qu'il y a un arrêté de M. le ministre daté depuis 2017 qui donne une valeur juridique à cette technologie-là. Donc, vous comprenez, M. Zied, toujours la matière première, elle existe. Mais on incite les établissements à intégrer la nouvelle technologie. On nous offre de l'assistance, mais on ne peut pas faire tout seul. On a on a fait des AED afin de plus donner de chance à intégrer ce Digigo-là. Nos AED, ils travaillent jour et nuit. Par exemple, l'expérience de M. Mouez, il peut vous décrire son expérience en détail. Mais toujours, on est confronté à un ralentissement très lourd. Enis, avant qu'on passe au mot de la fin et que chacun d'entre vous, quelque part, finisse par une remarque conclusive, 2 questions qui reviennent. La première, quelqu'un dit l'adoption du citoyen est fortement fonction de la sensibilisation faite et de la qualité du service. Nous avons du mal à joindre la NCE en cas de souci. Quelqu'un d'autre dit avant de commencer le volet marketing, il faudrait s'assurer de la capacité de la NCE à gérer le flux. La NCE ne répond pas. Est-ce qu'il y a, vous avez un problème de sous-dimensionnement en matière d'effectifs? Est-ce que quelque part, il faut surstaffer la NCE? Est-ce qu'il y a un problème de flux à la NCE? On a analysé toutes ces réclamations-là. Pour le contact avec la NCE, on a mis toutes les adresses mail nécessaires. On a un numéro vert de 90 48 48 pour répondre aux réclamations de clients. Le problème, M. Zied, c'est que c'est pas dans l'acquisition de certificats, c'est l'utilisation de certificats. Maintenant, le client s'enregistre. Il y a des questions que j'ai vues, il y a un retard de 10 jours. Je vous dis que pour le Digigo, le traitement, c'est de 48 heures après la réception de la demande de la part de l'AED. Donc, il y a un travail que l'AED devra y faire, l'enregistrement, la prise de rendez-vous pour la vidéo, le premier examen à son niveau de la conformité, puis le transfert de dossier électronique à l'ANCE afin de le valider. Donc, pour la NCE, elle s'est engagée dès le début avec les AED d'avoir un délai de 48 heures ouvrables pour répondre à ces certificats-là. L'usage
vous avez maintenant la clé, vous avez maintenant le DigiGo. Comment l'utiliser dans les plateformes? L'ANSE trouve un problème dans ce sens-là, parce que les plateformes donc utilisent des certificats, c'est pas des plateformes ANSE, ce sont des plateformes, par exemple, de UJB, de CNSS, de TUNEPS. Ces applications-là devraient faire la sensibilisation pour l'utilisation de tel outil dans leur plateforme. On est dans notre métier, on peut vous assister jusqu'à l'arrivée à l'authentification ou bien à la signature. Mais le métier dans les plateformes qui utilisent les certificats, ce n'est pas de notre métier. Il faut tout un travail collectif afin de sensibiliser les gens de bout en bout afin d'utiliser les certifications électroniques. Exemple du planning familial de Badr, donc un problème de volonté politique et de vulgarisation. Dernière question pour vous, Sianis, avant de donner le mot de la fin à chacun. Quelle est la stratégie de TuneTrust en relation avec la technologie blockchain? On y travaille sur le blockchain, même avec des startups, pour on fait des benchmarking, on fait pour sélectionner la meilleure plateforme nécessaire à mettre en place en Tunisie pour l'utilisation de cette technologie-là. On est dans une phase d'étude maintenant afin d'avoir une idée bien claire et de la présenter Inch'Allah, dans le deuxième trimestre de 2021 pour l'obtention d'une plateforme qui utilise blockchain. Mais maintenant, on est dans la phase d'étude pour trouver une meilleure solution à mettre en place en Tunisie. 1 minute à chacun, Enis, Rim, Badreddine et Moaz. Si chacun devait formuler un vœu pratique pour qu'on puisse avancer et permettre à nos startups d'être opérationnels en Tunisie, en Afrique et en Europe. Badreddine. Il n'est pas là. Moaz. Si pour conclure, je pense que ce qu'il reste à faire, en fait, c'est surtout une responsabilité commune, je pense, commune à l'ANSE et de l'administration publique d'un côté, et le secteur privé, principalement les startups. Je pense que notre rôle, c'est surtout de prendre en charge et de collaborer avec l'ANSE, finalement, pour aussi prendre en charge les flux de demandes, les flux de questions et les flux de demandes de certificats. J'ai vu effectivement beaucoup de questions qui se posent sur il envoie des demandes, des questions à l'ANSE. Je pense qu'il faut peut-être aussi prendre en compte que aussi dans l'écosystème, il y a aussi des startups et des sociétés qui travaillent dans ce secteur-là et qui peuvent aussi répondre à ces questions et donc finalement aider les acteurs qui souhaitent se dématérialiser, en tout cas qui souhaitent intégrer la signature électronique. Et notre rôle pour le secteur privé et l'écosystème startup, c'est surtout aussi de mettre en place, de développer des solutions avec le but d'embarquer plus de gens, d'embarquer plus d'acteurs dans la signature électronique, finalement, d'aider aussi l'ANSE pour le côté culture et le côté usage de la signature dans les divers secteurs. Rim, Badreddine, les deux ne sont plus là. Alors, Enis, quelques recommandations pratiques pour qu'on puisse avancer? Oui, bien sûr, c'est un travail collectif pour la sensibilisation à l'utilisation de la signature électronique, pour promouvoir cette technologie, pour digitaliser l'administration, comme a dit Monsieur Mouaz. C'est un travail de l'ANSE, des établissements publics, même des AED et du secteur privé, afin de promouvoir ce produit-là. On invite tous les acteurs, toutes les sociétés dans le TIC, afin de développer des solutions utilisant la signature électronique, afin de sensibiliser sur les signatures électroniques. On est là pour les soutenir, pour les assister et pour les donner tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de cette technologie. On est pour la population dans l'ANSE, on est presque 70 personnes qui travaillent sur sur la signature électronique. C'est peu pour une boîte comme l'ANSE. Espérons bien que nos partenaires et de l'aide à nous présenter un avantage pour les citoyens de se sensibiliser, de présenter un produit fiable, de satisfaire leurs demandes dans un délai très réduit. Mais il faut comprendre qu'on est une population très réduite ici à l'ANSE. Donc en fait, pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, c'est un sujet qui est très transversal.
vous, techniquement, d'un point de vue vertical, la NCE a fait beaucoup de travail, mais on se rend compte que c'est un sujet transversal qui nécessite de la volonté politique, de la vulgarisation, de la pédagogie, et que finalement, beaucoup de ministères devraient être impliqués, notamment, je pense, au ministère de la Justice, au ministère des Investissements, etc. Et donc, peut-être que s'il y avait une grande recommandation de mon côté que je pourrais faire, ça pourrait être un sujet dont pourrait s'emparer le Conseil supérieur du numérique, parce que justement, il dépend du chef du gouvernement. Ça pourrait être un sujet très intéressant qui puisse permettre aux différents ministères et institutions de travailler ensemble et essayer d'arriver avec quelques recommandations pour justement sécuriser davantage. Il y a beaucoup de questions sur les arbitrages internationaux. Les gens, on a dans toutes les questions, je n'ai pas pu toutes les relever, un sentiment d'insécurité juridique, et je crois que ce sentiment, il faut le lever par quelques recommandations pratiques implémentables. Qu'en penses-tu, Moaz? Tout à fait, tout à fait. Je pense la réglementation et tout ce qu'il faut, il est là. Maintenant, il faut faire finalement, c'est moins un point de, je pense, culture, mais je pense qu'on a même dépassé le point de culture. Je pense que c'est un point aussi d'équipement. Parce que savoir que la signature a de la valeur, c'est une chose, et être équipé et savoir finalement la valider ou l'utiliser, c'est autre chose. Et je pense que c'est là, effectivement, c'est à la fois à l'ANSIE, les administrations, mais aussi au secteur privé de travailler sur ça pour finalement expliquer les solutions, expliquer les outils et donner ces outils et solutions-là à toutes les administrations et à tous les acteurs pour pouvoir utiliser la signature et profiter finalement déjà de l'existant qui déjà n'est pas vraiment très bien exploité actuellement en Tunisie. Enis, le mot de la fin? On remercie tout le monde pour leur présence à ce webinaire et on espère que dans le futur, la signature électronique deviendra de plus en plus utilisée en Tunisie, sachant que on est dans le cœur de la confiance numérique. Merci à toutes et à tous. Donc, encore une fois, que les autorités justement réalisent qu'il y a un problème de volonté politique, un problème de vulgarisation, et il faudrait qu'une structure transversale s'empare du sujet. Le Conseil supérieur du numérique peut en être une, il peut en avoir d'autres. Merci à toutes et à tous pour votre participation et j'espère qu'on se reverra autour d'un prochain thème. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Bye bye.